Comme il arrive, éternelle histoire de la paille et de la poutre, César, plein d'illusions sur son propre physique, au moins quant à l'apparence, ne voyait pas que son fils le reproduisait à merveille. Les gens de la ville, on l'a vu, avaient été plus fins. L'âge mis à part et aussi la toilette, car le vieillard était vêtu de satin gris et botté de cuir verni, Antoine ressemblait au Pérole miteux venu à Guastalla 20 années plus tôt. Antoine allait avoir 17 ans. Il était souple et très vigoureux, malgré sa maigreur. Son père frisait la soixantaine, mais en paraissait bien davantage. Ceux qui ne l'aimaient pas, ils étaient légion, disaient derrière son dos « Il sent la mort ». César de Pérole avait trop abusé de ce que produisit toujours généreusement l'Italie, le vin et les belles. Il buvait sans bourse délier les meilleurs crus volés au duc de Guastalla, et son emploi de factotum lui permettait de peser sur la volonté et la vertu des mignonnes. Il se faisait régler en baisers le solde des impôts dus aux suzerains. Une attaque d'apoplexie lui valut de sévères ordonnances de Médicastre. Il sut modérer ses passions, se détourner à la fois de Bacchus et de Vénus. Mais tout se paie, il était déjà trop tard. Une seconde attaque le terrassa. Il s'en tira, mais bien diminué et bien déchu. C'est alors qu'il songea à sa paternité et fit venir de Paris ce fils dépourvu de grâce. Il dit tout haut d'une voix blanche « C'est alors que je vous ai ordonné de quitter le collège sans surseoir. Vous voici, tout est bien. » En entendant ces paroles, Antoine de Pérole tressaillit, arrêta net ses allées et venues machinales et se tourna vers le vieillard. « Plaît-il ? C'est vrai, » fit le valétudinaire. « Je me parlais à moi-même, et vous ne pouviez me comprendre. Mon fils, veuillez prendre une escabelle et vous asseoir tout près de moi. Le temps m'est mesuré, tout effort peut me valoir une troisième congestion. On m'a prévenu que celle-ci pourrait bien ne pas me faire grâce. Je serai donc direct. Bref. Antoine, vous ne payez guère de mine. Vous êtes loin d'être beau, mais vous avez reçu de moi et de moi seul, car votre mère était assez évaporée, beaucoup mieux que des dons physiques destinés à diminuer avec l'âge. Vous êtes intelligent, très intelligent. Je suis donc fondé à croire que vous ne partagez pas les préjugés de notre caste, que vous faites fi de ce que certains appellent si sottement le point d'honneur, que vous n'ignorez pas à quel point les scrupules peuvent nuire à un gentilhomme dénué d'appui et démuni de pécune. Mon père, déclara Antoine, voici ma règle de conduite. Quand on s'appelle Pérole, il faut d'abord ne pas être un pauvre diable. Êtes-vous satisfait? Bravo, s'écria le vieillard. Je commence à me reconnaître en vous. Voilà une sage devise. D'ailleurs, les notes très détaillées que vos régents m'ont adressées me vantaient votre sens pratique. Nous ferons quelque chose de vous, mon fils. Mais d'abord, connaissez-vous notre situation réelle? Nous sommes, ai-je à vous le dire, d'excellentes souches gascognes, mais gueux comme des rats. Les derniers Péroles doivent donc pour vivre louer leurs services à des seigneurs moins désargentés. Les uns ont prêté leur épée au roi de France sans en tirer autre chose qu'orion, blessures, maladies et autres gentillesses. Ils meurent lieutenant ou capitaine. Cela vous tente-t-il, monsieur? Répondez. Je ne suis pas manchot et les prévôts d'armes du collège et de Beauvais assurent que je suis loin d'être novice au jeu de brette. Mais ce qui touche aux flamberges me répugne assez. Un gentilhomme, à mon sens, doit renoncer à ses moyens périmés, s'il a quelque esprit. César opina. J'ai toujours été de cet avis, et c'est pourquoi, dès ma jeunesse, j'ai assuré ma subsistance à l'aide de mes talents intellectuels. Logiquement, je devrais avoir ramassé une fortune. Hélas, il s'en faut. Le duc de Guastalla est un des princes les plus riches de l'Italie, outre son patrimoine héréditaire. Il possède des domaines immenses, en Sicile. Il a des intérêts dans les ports de Gênes et de Venise. Malheureusement, il est vertueux. Le vieillard fit une pause, se caressa le menton, puis désigna de sa dextre l'armure montant la garde entre les deux fenêtres. « Ce chevalier, dit-il, conserve mes petites économies. Il a des pièces d'or entassées jusqu'aux genoux. C'est bien peu, trop peu. J'aurais voulu laisser davantage mon fils, mais je n'ai pu mieux faire. » Le duc n'achète